Donc Yann, merci, nous t'écoutons. Merci Morgane. Effectivement, c'est une problématique importante parce qu'on l'a vu, hein, l'entretien, la bonne tenue du traitement est primordiale pour garantir une efficacité de la BCG-thérapie. Alors je ne reviens pas sur ce qu'a très bien expliqué Stéphane, c'est-à-dire le mécanisme d'action, mais il est néanmoins important de garder en mémoire qu'on fait de l'immunothérapie lorsque l'on fait de la BCG-thérapie, puisqu'on va utiliser le système immunitaire pour prévenir une récidive de la tumeur de vessie en instaurant une veille immune plus efficace au sein de la paroi vésicale. Ce qui est important, c'est de mettre en relation ce mécanisme d'action pour pouvoir expliquer les effets secondaires auxquels on va être exposé. Car les effets secondaires, les effets indésirables dans le BCG-thérapie ont trois principaux axes explicatifs. D'une part, infectieux. On utilise une mycobactérie vivante atténuée mais vivante qui peut donner donc du coup des phénomènes infectieux. Immunoallergique, parce que cette bactérie peut provoquer un réveil de réactions immunitaires. Et enfin, auto-immun, parce qu'il peut y avoir des réactions immunes croisées entre les antigènes du BCG et des antigènes du SOA, notamment au niveau articulaire. Et vous voyez qu'on peut ainsi classer les différents effets secondaires auxquels on est fréquemment exposé lorsque l'on fait de la BCG-thérapie. Parmi les infectieux, ça va de la cystite, au pire à la BCGite, la dissémination sanguine de la bactérie. Au niveau immunoallergique, ce sont des signes essentiellement respiratoires et cutanés avec des œdèmes jusqu'au choc anaphylactique et aux nécroses cutanées. Et au niveau auto-immun, ces arthrites, ces uvéites que l'on peut voir dans certains cas de réactions croisées entre le BCG et des antigènes du SOA. En face de ça, que peut-on utiliser pour traiter les patients ? Eh bien, d'une part, et toujours, un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique qui ne diffère pas de celui des symptômes auxquels on est habitué en urologie avec la prise en charge de la pollakiurie, de la douleur vésicale, donc des antalgiques, des antispasmodiques, des antipyrétiques. Un traitement, par contre, spécifique, anti-infectieux avec des anti-BCG, et là, au premier ordre duquel les fluoroquinolones, car comme l'a dit Stéphane Larrey, les fluoroquinolones sont efficaces, à l'inverse d'autres antibiotiques comme les bêta-lactamines ou le Bactrim, qui par exemple sont nativement résistants, le BCG est nativement résistant. Et puis bien sûr, en seconde intention, les antituberculeux. Et savoir utiliser le traitement immunosuppresseur pour diminuer cet emballement du système immunitaire provoqué par le BCG avec les AINS et les glucocorticoïdes. Et puis des adaptations de la BCG-thérapie avec, comme tu le disais Stéphane, des réductions de dose, des réductions de la durée d'exposition et effectivement ne pas avoir d'hésitation quant à une contre-indication définitive lorsque l'effet secondaire est trop sévère et met en péril la santé du patient en cas de répétition de l'exposition au BCG. Alors si vous le voulez bien, on va voir un par un les principaux effets secondaires sans faire un catalogue, mais en s'intéressant surtout à ceux qui nous concernent le plus parce qu'ils sont le plus problématique en pratique quotidienne. D'une part, celui qu'on redoute le plus, la fièvre, le syndrome grippal qui peut aller jusqu'au sepsis. Et là, il faut connaître les limites que l'on peut tolérer dans le temps vis-à-vis des symptômes présentés par le patient. 39,5 pendant les 12 premières heures, 38,5 pendant les 48 premières heures. Au-delà, il faut commencer à discuter de l'hospitalisation, notamment si le patient présente des signes importants d'infection avec un retentissement hémodynamique. Et au-delà de 48 heures avec de la fièvre, l'hospitalisation devient vraiment quelque chose à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir avoir en obsession la recherche d'une réaction systémique au BCG à travers la recherche d'une hépatite granulomateuse, de pneumopathie, bien évidemment du sepsis, voire même de signes de CIVD dans les cas les plus sévères. Et donc on va réaliser des examens complémentaires orientés pour cela, avec toujours l'examen cytobactériologique des urines, qui est vraiment la base, des hémocultures, et dans une vision pré-thérapeutique et de retentissement, les transaminases, la numération formule sanguine et une imagerie pulmonaire. La radiographie pulmonaire est suffisante pour rechercher des signes de miliaire tuberculeuse. L'hospitalisation, encore une fois, va être nécessaire parce qu'il va y falloir mettre en place un traitement qui va consister non seulement en des manœuvres symptomatiques qui peuvent justifier les unités de soins intensives, mais aussi d'un traitement antituberculeux avec une trithérapie par isoniazide, rifampicine et éthambutol, associée à une corticothérapie intraveineuse à 0,5 à 1 mg kilo de corticoïdes et donc la nécessité d'une surveillance hospitalière. Et dans ces cas-là, dans ces situations de syndrome grippal grave qui dépassent les limites que l'on s'est fixées, dans la zone rouge, il y a une contre-indication à la reprise du BCG et donc un arrêt définitif de ce type de traitement. Deuxième type de symptômes qui nous gênent au quotidien parce que très fréquent, près de 80% des patients qui en rapportent, c'est les cystites. Alors les cystites,
Pour en évaluer la gravité, il faut se fixer des seuils, ils sont forcément arbitraires pour ce qui est de la pollakiurie, qu'elle soit nocturne, ou au-delà de 5 par nuit, on va parler vraiment de pollakiurie nocturne très sévère, au-delà de 20 par jour également. Et ça, dans les premières heures qui suivent l'instillation. Et puis, dans les 48 heures, on pourra tolérer jusqu'à 2 par nuit et 6 par jour. Plus pragmatique, le fait d'avoir besoin de transfuser ou de faire un geste chirurgical pour traiter une hématurie ou d'avoir besoin d'antalgiques intraveineux pour traiter les douleurs font qu'on est dans les critères de gravité. Ces critères de gravité, donc leur présence dans les 48 premières heures ou leur persistance au-delà de 48 heures, doivent faire réaliser un examen cytobactériologique des urines pour rechercher une autre cause que la BCG-thérapie, bien évidemment simplement une infection urinaire concomitante, et mettre en place des mesures thérapeutiques, toujours symptomatiques, antispasmodiques, antalgiques, anticholinergiques, puis dans un second temps, en cas de persistance, des anti-inflammatoires non stéroïdiens d'abord, avec une antibiothérapie qui reposera sur l'ofloxacine avec les fluoroquinolones, non plus à la dose préventive de 200 mg, mais à dose curative de 200 mg 2 fois par jour. Puis l'ofloxacine, si elle n'a pas été introduite, ou le traitement antituberculeux par isoniazide et rifampicine associé aux corticoïdes en cas de persistance au-delà de 7 jours. Et au-delà de 7 jours de traitement nécessaire, il faudra bien évidemment ne pas faire de BCG-thérapie et ce sera une contre-indication définitive. En revanche, si les symptômes s'amendent avant le 7e jour, pas hésiter à décaler pour laisser le patient récupérer de la cystite importante qu'il a pu faire pour adapter le traitement et permettre au final de le mener à bien, mais pas de contre-indication définitive. Problème peut-être le plus délicat d'un point de vue clinique, celui des prostatites, parce que le diagnostic va être évoqué devant de la fièvre, des troubles urinaires qui peuvent être simplement liés à l'instillation. Et le diagnostic de prostatite vraiment lié à la BCG-thérapie va reposer sur la présence de granulomes épithélioïdes gigantocellulaires dans le tissu prostatique, que bien évidemment on ne va pas les rechercher systématiquement. C'est donc clairement le clinicien et donc l'intérêt d'un examen par un urologue qui va guider le diagnostic. Et il est important ce diagnostic parce que lorsque l'on pose le diagnostic de prostatite lié au BCG, il y a une indication de traitement corticoïde, d'un traitement antituberculeux et d'un arrêt de la BCG-thérapie, car il s'agit, vous voyez, du fait de granulomes épithélioïdes gigantocellulaires, d'une réaction inflammatoire qui va être réactivée à chaque stimulation par du BCG. Donc le diagnostic de prostatite, s'il peut paraître simple, nécessite vraiment l'avis de l'urologue. Problématique également extrêmement fréquente, jusqu'à 90% des cas dans les études sur le BCG, l'hématurie. Alors là, ce qu'il faut avant toute chose, c'est vérifier son retentissement, avec de façon très simple, dont les urologues ont l'habitude, l'anémie, l'absence de caillotage intravésical, augmenter la diurèse, toujours, avec un apport hydrique augmenté, et reporter la prochaine instillation à la disparition de l'hématurie. Il s'est donc rapporter que la fréquence de la nécessité d'un sondage ou de transfusion reste relativement faible, 1% dans les études de cohortes de patients traités par BCG-thérapie. Problématique suivante, les orchiépididimites. Alors là, il y a une dichotomie à observer en fonction du délai de la survenue de la complication. Si l'orchiépididimite survient dans les 48 premières heures, il y a forte probabilité pour que ce soit le sondage qui ait amené la bactérie dans les voies urinaires et donc que ce soit des bacilles à grammes négatifs responsables de l'infection et donc le traitement reposera sur les fluoroquinolones. En revanche, si il y a une persistance ou une apparition au-delà de 48 heures après l'instillation, il faut redouter que ce soit bien le BCG qui soit responsable de l'orchiépididimite. Dans ces cas-là, ce n'est pas simplement le traitement antibiotique, mais une corticothérapie qui doit être associée pour traiter le patient et un arrêt définitif là, également de la BCG-thérapie. Donc, important de bien préciser l'origine de l'orchiépididimite. Enfin, les arthralgies et les rages cutanées. Alors, il s'agit d'infections, comme on l'a vu, croisées, immunes, favorisées par le fond génétique des patients. Et on sait que le HLA-B27 est un facteur de risque de survenue de ces réactions croisées. Comme il s'agit d'un problème, j'ai envie de dire, somatique, il y a une indication à arrêter le BCG-thérapie. Et le traitement sera symptomatique avec non seulement les ANS, mais là, en plus, les antihistaminiques.
Et si la durée des symptômes articulaires, cutanés, ophtalmologiques persiste au-delà de 7 jours, il faudra là aussi instaurer un traitement corticoïde et antituberculeux. En conclusion, sur la gestion de ces effets secondaires, on voit qu'on peut prévenir principalement ces effets secondaires modérés et sévères par la prescription de fluoxacine, comme l'a rappelé Stéphane, 6 heures et 18 heures après l'instillation. Qu'il est essentiel, et c'est tout l'intérêt de la présence d'Emmanuel sur ce plateau, de faire correctement l'instillation, et les bonnes pratiques doivent être observées rigoureusement. Et puis l'information du patient, de façon à ce qu'il puisse reconnaître les symptômes d'alarme, consulter au bon moment la bonne personne et savoir rapporter correctement les complications de ces instillations. Merci Yann, je crois que c'est très important de souligner que finalement au moment où dans le cancer de la vessie on parle beaucoup d'immunothérapie aujourd'hui systémique, depuis des années les urologues et ceux qui travaillent dans le cancer de la vessie font l'immunothérapie intravésicale et il faut à partir du moment où on gère ces traitements savoir gérer les effets secondaires. Ils sont nombreux, il ne faut pas les craindre, c'est plutôt dans la plupart des cas des effets attendus et donc il faut être préparé parce que si on a une bonne stratégie et une bonne élaboration de la stratégie au sein de l'équipe, c'est pas finalement une problématique majeure, c'est quelque chose d'assez simple. Et il n'y a que quelques cas qui sont des épiphénomènes, qui sont des cas très compliqués, où là, parfois, on peut solliciter les infectiologues et les pneumologues. Mais grosso modo, et c'est le message pour la communauté des urologues, n'ayez pas de crainte vis-à-vis du BCG, ça reste quand même le traitement, le pilier du traitement. Et surtout, la gestion des effets secondaires, qui sont dans la majorité des cas des effets localisés, est tout à fait jouable dans une pratique organisée quotidienne. C'est la raison pour laquelle on va cesser sur ce plateau et on va maintenant passer avec Emmanuel sur l'atelier pratique à proprement parler en présence du mannequin pour nous faire une petite démonstration technique et puis je vous retrouverai sur le plateau pour la conclusion.